Donc, bonjour et bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire des rendez-vous sécurité. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter de la thématique des risques psychosociaux, donc prévention des risques psychosociaux et performance des entreprises. Donc, avec un témoignage de deux entreprises. Donc, on a mis à l'honneur deux entreprises qui vont faire un retour d'expérience sur cette thématique. Donc, je suis Vincent Garneau, je suis chargé de projet Chambre de commerce Occitanie et je serai donc co-animateur avec ma collègue de la CCI du Gard, Priscille Julien. Comme je l'ai précisé, vous allez pouvoir bénéficier d'un retour d'expérience des entreprises. Donc, tout au long du webinaire, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le fil de la conversation. Et le temps d'échange aura lieu en fin de webinaire. Donc, nous reposerons vos questions soit aux experts qui interviennent, soit aux entreprises en fonction des orientations. Donc, le déroulé aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 16 heures maximum. Donc, il y a trois parties. Donc, une partie un petit peu introductive où on va présenter la définition des RPS et le cadre législatif. Et ensuite, donc, on va se focaliser sur à chaque fois deux retours d'entreprise. Premièrement, pour savoir comment repérer les RPS. Et puis ensuite, comment on peut agir pour les limiter dans l'entreprise. On va également vous solliciter par des sondages pour connaître la situation dans votre entreprise et également votre avis sur la question. Et puis, en fin de webinaire, du coup, une enquête de satisfaction qui là n'est plus anonyme mais personnelle vous permettra notamment de poser des questions afin qu'on puisse vous recontacter si c'est vraiment des choses qui sont un petit peu plus personnelles. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon webinaire. Je remercie tous les participants, notamment pour cette année qui a été riche, puisque au final, sur cette année, il y a eu plus de 1200 connexions. Donc voilà, n'oubliez pas que les webinaires sont possibles d'être revisionnés sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon webinaire et je passe du coup la parole à la première intervenante. Voilà, Laura Struck. Et on va démarrer tout de suite, le temps qu'elle se connecte, par un premier sondage pour avoir votre avis sur la question. Alors, peut-être pendant que le sondage est lancé, je me présente. Je suis Laura Struck, je suis la psychologue du travail de l'AISMT, qui est le service de santé au travail de Nîmes. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez la possibilité de répondre à… C'est un choix multiple. Donc, il y a plusieurs réponses possibles pour cette question. Donc, ce qui va nous permettre un petit peu de voir votre positionnement sur la définition des RPS. Et voilà, on vous laisse une petite minute pour voter et ensuite on partagera les résultats. Alors, on laisse 10 secondes pour les derniers. Je vois que quasiment tout le monde a voté. Et merci beaucoup. Du coup, je partage les résultats. Bien, donc écoutez, ces résultats reflètent quand même une plutôt bonne connaissance de ce que sont les risques psychosociaux pour vous, hein, puisque en effet, ces RPS, on va le voir, ils ont des origines, des effets, des causes, des conséquences. L'objectif aussi de cette première partie, c'est de pouvoir vous aider à avoir des notions de base et des repères sur ce que sont les risques psychosociaux, notamment grâce aux définitions qu'on va vous livrer. Vous allez voir que les risques psychosociaux, ça n'est pas uniquement du stress. En effet, ils ne proviennent pas uniquement de la vie privée. En tout cas, ce n'est pas de ça dont on s'occupe. Et puis, on va bien sûr parler
des effets qu'ils peuvent avoir au niveau des salariés, de la santé des salariés, et puis on pourrait dire de façon un petit peu plus générale de la santé des entreprises. Bien sûr, ils doivent être intégrés au DUER et on va également le voir dans la suite. Alors, j'ai la lourde tâche de vous présenter, de vous définir ce que sont les risques psychosociaux. Donc, une définition qui est donnée par le ministère du Travail, c'est celle-ci. Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation du travail et aux relations de travail. Donc, vous voyez que dans cette définition, il n'est pas question d'individu dans sa vie privée, mais il est bien question de parler de ce sur quoi l'entreprise a de l'action possible, on pourrait dire du pouvoir, c'est-à-dire l'organisation du travail, ce qui va dépendre d'elle finalement, et ce sur quoi elle va pouvoir agir pour limiter l'apparition de ces risques psychosociaux. Donc, ces risques psychosociaux ou RPS correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou non, du stress, des violences externes, des violences internes. Les violences externes, c'est-à-dire ce sont les violences qui s'exercent de l'extérieur de l'entreprise vers les salariés de cette entreprise, par des usagers, des bénéficiaires, du public, des clients. Donc l'extérieur de l'entreprise, il est défini de cette façon-là. Et puis les violences internes, ça va être les violences qui s'exercent entre salariés de l'entreprise et qui peuvent prendre la forme de tensions, de conflits, voire de harcèlement. Les harcèlements, qu'ils soient du harcèlement moral ou sexuel, rentrent également dans cette catégorie des violences et des violences internes notamment. Si on va un petit peu plus loin dans la définition des risques psychosociaux, avec la slide suivante, Vincent, s'il vous plaît. On va s'apercevoir, merci, qu'il y a également le burn-out qui fait partie de cette catégorie de risques pour la santé. Et ces risques, ils peuvent être induits par l'activité elle-même, notamment les activités en lien avec du public, par exemple, ou ils vont être, ou même on pourrait dire, générés par l'organisation et les relations de travail. Et là, on va avoir accès à ce qu'on appelle des facteurs de risque, donc des facteurs qui vont générer potentiellement ces situations de risques psychosociaux. Vous allez voir que ça aussi, on va en parler au travers notamment des témoignages des entreprises. Ils s'analysent au regard de l'activité concrète des salariés. Ils ne peuvent donc pas être décrétés a priori, d'où l'importance de travailler sur le DURP en partant de la réalité bien sûr de l'entreprise et pas un DURP qui serait appliqué de façon externe à l'entreprise. Donc cette définition, vous voyez qu'elle fait appel donc aux facteurs de risque, et c'est donc là-dessus qu'on va se baser quand on travaille sur les risques psychosociaux, quand on travaille sur l'intégration des RPS dans le document unique notamment, mais vous allez voir que d'autres types de démarches utilisent également ces facteurs de risque. Eh bien, on va travailler sur ces 6 facteurs qu'on appelle les catégories de Golac. Ces 6 facteurs que sont l'intensité et le temps de travail. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, mais on dit souvent, les chercheurs en risques psychosociaux ont pu dire que le facteur intensité de travail, charge de travail, manque d'autonomie et rapports sociaux au travail dégradés était, pour le dire un peu de façon cavalière, un combo gagnant dans l'apparition de situations de risques psychosociaux. Donc, vous voyez que ces 6 facteurs de risque, finalement, sont chacun des domaines sur lesquels peuvent agir l'entreprise à partir du moment où on a pu trouver, on a pu analyser celui ou ceux qui peuvent dysfonctionner. Les RPS, c'est bien sûr du dysfonctionnement qui amène du trouble, mais les actions qui visent à travailler sur les risques psychosociaux mettent aussi en lumière des points positifs, donc des facteurs qui fonctionnent bien et qui jouent un rôle de protection contre l'apparition de situations de risques psychosociaux. Voilà. Donc,
plutôt que d'agir sur le résultat qui bien souvent est individuel et du coup qui est difficile, enfin, l'organisation du travail va être difficile à bouger à partir d'une situation individuelle, eh bien on va remonter le plus en amont possible sur l'organisation du travail en la lisant finalement. J'ai eu un écho, pardon, en la lisant à partir des facteurs de risques psychosociaux donnés par Golac. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les risques psychosociaux, ils peuvent avoir un effet sur la santé, bien sûr, et je vous laisse le découvrir avec Fabienne Mirobolan qui prend ma suite. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Voilà, je suis Fabienne Mirobolan, psychologue du travail à la CARSAT Midi-Pyrénées, prévention des risques professionnels. Alors, je vais en effet vous parler des effets, en particulier à travers quelques chiffres, notamment l'enquête conditions de travail de 2016 de la DARES. Et ça fait référence aux facteurs psychosociaux, donc la dernière diapo présentée par Laure. Alors, en ordre décroissant, il y a en premier la question du rythme et de la charge de travail, puisque presque un salarié sur deux ressent être sous pression temporelle, c'est-à-dire se dépêcher souvent, voire toujours. Alors, exemple, on a le travail répétitif, hein, typiquement, qui entraîne aussi d'ailleurs des TMS, hein, comme vous savez, qui sont en lien avec les RPS. Ensuite, sur la question des relations, on a presque un salarié sur trois qui dit avoir vécu un comportement hostile dans l'année précédente, avec du dénigrement, des propos humiliants de la part de clients, de la hiérarchie, des pairs. On a un salarié sur quatre qui ressent de l'insécurité de l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, par rapport à son emploi. Alors, la situation de la crise sanitaire, bien sûr, intensifie ce sentiment d'insécurité actuellement, hein. On a aussi un salarié sur quatre qui évoque l'insuffisance de ses marges de manœuvre et la dépendance à autrui pour résoudre un problème. On a aussi un salarié sur quatre qui dit devoir cacher ses émotions et on sait que réprimer ses émotions durablement, eh bien, c'est mauvais pour le cœur. Hein, on reparlera tout à l'heure des atteintes à la santé. Et enfin, on a un salarié sur 10 qui exprime un conflit de valeurs, notamment à travers ce qu'on appelle la qualité empêchée. Voilà. Merci pour cette diapo. La diapo suivante, je vais continuer à vous donner quelques chiffres de 2018 qui concernent la prise en charge actuelle par le réseau Assurance Maladie et qui concernent la reconnaissance et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Alors, concernant les accidents du travail en lien avec les RPS, bon, là, il s'agit de ce qu'on appelle l'état de stress aigu ou les troubles de stress post-traumatique qui sont en particulier en lien avec la violence externe, donc incivilité, agression verbale ou physique, mais aussi des actes de violence interne. Alors là, on voit bien qu'entre 2016 et 2020, on a un bond qui est tout à fait important, puisqu'on est passé de 10 000 accidents du travail en lien avec les RPS à 20 000 en 2020. Concernant les maladies professionnelles en lien avec les risques psychosociaux, donc comme vous savez, il n'existe pas de tableau de maladies professionnelles. Pour autant, il y a un système complémentaire qui en permet la réparation. Alors, on a assez peu de chiffres en comparaison avec les accidents du travail, mais on voit bien qu'on a une augmentation des demandes puisqu'on passe de 600 cas en 2016, de 600 maladies professionnelles reconnues, à 1000 en 2020. Il s'agit essentiellement, donc, en majorité de dépression. Alors, concernant la durée moyenne des accidents du travail en lien avec les RPS, on est sur une moyenne de 112 jours, ce qui représente le double de la moyenne de l'ensemble des autres AT, puisqu'on est, pour les autres AT, à 65 jours en moyenne. Donc, vous voyez, c'est tout à fait considérable comme écart. Sur la durée de la maladie professionnelle, on est sur une moyenne de 400 jours, c'est-à-dire plus d'un an.
Et dans une enquête passée, assez récente d'Eurogip, il ressortait qu'après 6 mois d'arrêt de travail, il y avait une baisse de 50% des chances de retour dans l'emploi. Donc, on voit l'impact que peut avoir une maladie professionnelle psychique sur la question de l'emploi. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les maladies professionnelles psychiques représentent aujourd'hui plus de la moitié des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle. Et elles sont en nette augmentation. Voilà pour cette diapo. Et enfin, je terminerai sur cette partie définition par cette dernière diapo sur les conséquences pour les salariés et pour l'entreprise. Donc, la question, c'est quelles sont les atteintes à la santé pour le salarié et quelles sont donc les conséquences pour l'entreprise. Donc, en lien avec ces facteurs psychosociaux et ces effets de stress, de violence interne et de violence externe que vous a présenté Laure précédemment. Alors, côté salarié, il y a 3 grands types d'atteintes. On a les maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est coronaropathie, par exemple, et puis des malaises cardiaques, dont le lien d'ailleurs n'est pas toujours établi correctement avec les risques psychosociaux. Il y a bien entendu les troubles musculo-squelettiques. On sait que, par exemple, les hormones du stress du stress chronique sont un poison pour les articulations. Je rappelle qu'aujourd'hui, 88% des maladies professionnelles sont des TMS, dont on connaît le lien scientifiquement établi avec les RPS. Ensuite, 3e grande sphère d'atteinte, les pathologies psychiques, avec la dépression et d'autres atteintes, de troubles anxio-dépressifs par exemple, et la question préoccupante du suicide en lien avec le travail. Donc avec tout le risque de désinsertion professionnelle, d'inaptitude et de chômage pour le salarié. Côté maintenant entreprise, évidemment il y a l'absentéisme des salariés, avec la boucle insidieuse d'une charge qui se trouve en augmentation par rapport à ceux qui sont présents au travail, qui doivent absorber le retard dû à l'absentéisme de collègues. Il y a aussi la baisse de la productivité, avec le risque de pénalité de retard quand les délais sont dépassés. Il y a aussi des impacts sur la qualité du travail, avec le risque de réclamation client, les problèmes de recrutement quand il y a du turnover et quand, par exemple, des postes sont non pourvus avec un caractère tout à fait préjudiciable. Je pense, par exemple, aux cliniques, au secteur médico-social, mais à bien d'autres secteurs encore. Et puis, si les risques psychosociaux ne sont pas régulés, eh bien, il y a des risques de démotivation, de retrait, d'inhibition, de désengagement subjectif des salariés, ce qu'on appelle le présentéisme, par exemple, les salariés qui sont là sans être là tout en étant là. Et puis, au niveau collectif, il y a quand même ce risque d'effacement, voire de déstructuration d'un collectif de travail qui ne coopère plus. Mais pour terminer sur une note positive, ces définitions sur les risques psychosociaux, une enquête a montré il y a quelques années que 1 euro investi dans la prévention des risques psychosociaux rapportait 12 euros. Aujourd'hui, la preuve est faite que la prévention des risques psychosociaux coûte moins cher que la réparation. Et s'il fallait encore le montrer, que les salariés qui sont en bonne santé physique et psychique génèrent une meilleure performance pour l'entreprise. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Christian Montpouillat, ingénieur de prévention à la Directe Occitanie. J'ai la charge de vous faire un rapide Christian, il faut rallumer le micro, ça fonctionnait bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Christian, c'est bon. Alors, donc Christian Montpouillat, ingénieur de prévention à la Directe. Bonjour à tous, j'ai la charge de vous présenter un rapide rappel réglementaire. Mais d'abord, permettez-moi un petit propos introductif sur
la prévention des RPS, qui est le sujet qui nous passionne aujourd'hui, qui nous occupe aujourd'hui. Alors, s'agissant de la prévention des RPS, elle s'inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention des risques professionnels. Et donc, à ce titre-là, les textes applicables dans le domaine des RPS concernent la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, mais également le respect du droit et de la dignité de la personne. Alors, mon propos va s'articuler autour de 3 points. Le premier point sera l'obligation de prévention. Le second point sur un rappel des dispositions spécifiques concernant le respect du droit et de la dignité de la personne. Et le dernier point sur les acteurs mobilisables. Alors, on sait bien qu'au titre de la prévention, au titre de l'obligation de prévention qui pèse sur l'employeur doit mettre en place des mesures pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, il est tenu de ce fait d'une obligation de résultat relative à la protection à la santé des travailleurs. Il met en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention des mesures qui portent à la fois sur les actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information. Il définit et met en œuvre une organisation et des moyens adaptés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, s'agissant des dispositions spécifiques, ce sont les dispositions qui concernent le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Bien que ces notions renvoient à des comportements distincts, l'employeur, compte tenu de son obligation générale de prévention en santé et sécurité, doit veiller à protéger ses salariés de ces agissements. Donc, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les salariés de ces agissements. Donc, in fine, il doit suivre 3 objectifs: prévenir, agir et sanctionner. Alors, s'agissant des principes généraux de prévention, c'est bien la base de la prévention, c'est les référentiels. Ces principes généraux constituent des outils, des leviers disponibles et mobilisables par l'employeur. Et par rapport à la thématique des RPS, je me permets de vous mobiliser sur 2 principes. Le premier, c'est l'adaptation du travail à l'homme. Ça, c'est quand même un élément important sur la thématique des RPS. Le second, c'est la planification des mesures de prévention qui doivent intégrer à la fois l'organisation du travail, la technique, les conditions de travail, les relations sociales et les influences des facteurs ambiants. Et d'ailleurs, dans cette planification, on doit également intégrer les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que les agissements sexistes. La suivante. Donc, depuis le 5 novembre 2001, il est fait obligation à l'employeur d'évaluer les risques encourus par les salariés et de mettre en place les actions de prévention associées. L'employeur a donc une obligation de formaliser cette démarche, c'est-à-dire qu'il transcrit dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Et donc, dans ce document unique, on va avoir un plan d'action qui va vivre avec un objectif qui porte à la fois sur la suppression du risque. Si on ne peut pas supprimer le risque, on va diminuer le risque au niveau le plus bas ou le minimiser. Voilà les 3 éléments qui régissent la mise à jour du plan d'action. Et ensuite, donc, l'élaboration du document unique est une obligation qui est comme l'employeur, mais la démarche d'élaboration du document unique s'inscrit dans le cadre d'une démarche participative qui inclut tous les salariés, l'ensemble du personnel, aussi bien les dirigeants, les managers et les représentants du personnel. Ils doivent être associés pour co-construire les actions de prévention, puisque au fait, la réalité montre que les actions de prévention qui sont co-construites ont une meilleure efficacité en termes de déclinaison et de réalisation. Et donc, face à ces obligations-là, l'employeur n'est pas tout seul, effectivement. Il existe des acteurs de prévention qui peuvent aider, conseiller et accompagner l'employeur dans la mise en œuvre de ces obligations de prévention. Le premier acteur, c'est bien le comité social et économique. C'est l'instance représentative du personnel. À ce titre, ils ont les membres du CSE, ils ont les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il contribue à l'amélioration de la prévention des risques et des conditions de travail, ainsi que de la qualité de vie au travail. Alors, depuis le 1er janvier 2019, il y a une obligation qui est faite aux entreprises, d'une part de désigner un référent harcèlement sexuel, entendez par là un référent qui est en charge la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et donc, de ce fait, il y a 2 désignations qui sont attendues. La première, c'est une désignation du CSE, donc un référent parmi les membres CSE. Et cette désignation est obligatoire depuis le 1er janvier, je rappelle. Ensuite, pour les entreprises d'au moins 250 salariés, il est également fait une obligation de désigner par l'employeur un référent en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Le dernier référent santé et sécurité au travail, c'est un référent qui date d'il y a quasiment 8 ans en arrière. C'est-à-dire que depuis le 1er juillet 2012, il est fait obligation à l'employeur de désigner un référent santé et sécurité au travail. Alors, l'employeur a l'obligation de désigner une ou plusieurs personnes. L'objectif, c'est que ce référent prenne en charge les actions de prévention, d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. À défaut, lorsque cette compétence n'est pas possible, l'employeur peut recourir à des IPRP des services de santé au travail ou des IPRP enregistrés auprès de la directe. Je rappelle à juste titre que le référent santé et sécurité au travail bénéficie d'une formation pour la réalisation de sa mission. Dernier acteur en liste par rapport à… Premier acteur en liste plutôt par rapport aux acteurs externes, il s'agit du service de santé au travail qui a la charge de protéger et de travailler à la prévention des risques professionnels, mais également à la préservation de la santé physique et mentale des travailleurs et aussi le maintien dans l'emploi. Alors, cela passe par 4 piliers. Le premier pilier, c'est la conduite des actions en santé au travail. C'est le cas, par exemple, de la réalisation des fiches d'entreprise. Le service santé au travail est également le conseil de l'employeur, des travailleurs et des représentants du personnel. Il assure également la surveillance et la santé des travailleurs et contribue in fine à participer au suivi et à la traçabilité des expositions professionnelles. Le service de santé au travail a également un rôle dans le suivi et la veille sanitaire. Il y a bien d'autres acteurs externes qui peuvent intervenir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, parmi les acteurs externes, on a la CARSAT, la Mutualité sociale agricole, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, l'organisme professionnel de prévention du BTP et les intervenants en prévention des risques professionnels habilités par la directe. Et bien entendu, je n'ai pas évoqué, l'inspection du travail est également mobilisée sur tout le front, toute la ligne de vie, aussi bien sur la prévention des risques professionnels que l'amélioration des conditions de travail, le dialogue social. À ce titre-là, ils sont mobilisables, bien évidemment. Je passe la parole à Thierry Prader qui va vous présenter les enjeux des risques psychosociaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On m'entend? Je suppose que oui. Donc, je suis Thierry Prader, chargé de mission à la RAC Occitanie et copilote du groupe RPS, du PRST2. Donc, en guise de conclusion de cette première séquence qui a planté le décor, je vais vous rappeler les enjeux d'une démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc, on l'a bien vu, tout d'abord, prévenir les risques psychosociaux, ça concerne des enjeux, des questions de santé au travail. C'est éviter, limiter les maladies professionnelles, mais plus largement, c'est une démarche qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ensuite, prévenir les risques psychosociaux,
On voit la diapo suivante, s'il vous plaît. On va lancer le sondage juste, Thierry, qui est en introduction. Ah bon, c'était le sondage. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on vous sollicite pour voilà, connaître les causes des différents RPS. Donc, c'est un questionnaire également à choix multiples, donc vous avez plusieurs choix. On vous laisse une minute pour répondre et ensuite Thierry commentera et on enchaînera sur la slide suivante. On laisse un petit bout de temps pour les derniers, pour finir de voter. C'est vrai que les définitions étaient un peu longues à prendre en compte au démarrage. Je vais partager les résultats et je laisse Thierry les commenter. Merci pour votre participation. Bien, je peux commenter? C'est bon, Thierry. Bon, écoutez, les résultats du vote sont bons. Ça, c'est le premier point. Alors, sur les deux premières questions, oui, des comportements individuels peuvent être des signaux d'alerte, mais les causes, en effet, elles sont bien à rechercher, on l'a vu dans les définitions, hein, dans l'organisation du travail, les conditions d'emploi et de travail, mais aussi les relations de travail. Pour la troisième question, le repérage des risques psychosociaux, il peut en effet impliquer différents acteurs internes à l'entreprise, la direction, l'encadrement, les managers, les salariés, les représentants du personnel, le CSE quand il y en a un, hein, mais aussi des partenaires préventeurs externes. On l'a vu tout à l'heure, hein, les services de médecine du travail, de la CARSAT, de la Direct, l'ARACT, l'OPP-BTP dans le secteur du bâtiment, la MSA dans le secteur agricole, et même les cabinets de consultants aussi, il ne faut pas les oublier. Hein. Et enfin, on pourrait dire que ce repérage, il est important qu'il s'appuie, si vous voulez, le repérage des risques psychosociaux, ça doit s'appuyer sur des situations concrètes de travail. Et pour la dernière question, ben oui, hein, oui, la prévention des RPRS doit faire partie intégrante du fonctionnement de l'entreprise. Hein, pourquoi par des pratiques de management qui favorisent comment dire, l'entraide, la coopération, l'équité, la mise en place d'espaces de discussion sur le travail pour traiter les situations problèmes au fur et à mesure qu'elles se posent. C'est par aussi la mise en place de dispositifs qui permettent la gestion et le traitement de situations de tension, alors qui peuvent concerner les conflits interpersonnels, mais aussi des dysfonctionnements techniques, des questions de charge de travail, des procédures inadaptées, des nuisances environnementales, des postes de travail inadaptés, etc. Hein. Et enfin, c'est par la mise en place d'un véritable dialogue en toute confiance dans l'entreprise, hein, sur ces questions de santé au travail. Monsieur Garneau, Vincent, c'est à vous pour la suite. Alors, non, en fait, c'est à moi. Hein, pour enchaîner sur les enjeux, hein, c'est une sorte de conclusion de cette première séquence. Et on peut dire que, on l'a vu, hein, les enjeux, ça concerne d'abord des questions de santé au travail. Prévenir les risques psychosociaux, c'est éviter, limiter les maladies professionnelles, mais plus largement, c'est des démarches qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Prévenir les risques psychosociaux, c'est aussi répondre aux obligations réglementaires et dans ce cadre, éviter les risques, améliorer la sécurité, réduire les accidents du travail. N'oublions pas aussi que quand on met en place ce genre de démarche, ça concerne aussi la performance de l'entreprise, même si c'est difficilement chiffrable au premier abord. Mais j'ai quand même entendu qu'un euro investi pouvait rapporter 14 euros.
C'est ce que disait Fabienne de la CARSAT. Donc, comment améliorer la performance? Eh bien, ça peut améliorer la qualité des produits, la productivité des salariés, la qualité de service. Ça peut impacter aussi positivement les pratiques de management. En régulant la charge de travail, ça peut permettre de mieux réguler la charge de travail. Ça peut améliorer les relations professionnelles et interpersonnelles. Et ça peut réduire les coûts liés au dysfonctionnement, aux incidents et à l'absentéisme. Et enfin, pour conclure, on peut dire que prévenir les risques psychosociaux, c'est travailler collectivement sur ces différents aspects à partir de l'analyse de situations concrètes de travail. Merci. Vincent, s'il vous plaît, c'est à vous pour la deuxième séquence. Allez, du coup, on va passer maintenant à la deuxième séquence qui va nous permettre du coup, de retrouver les témoignages d'entreprise. Donc, on va directement de voir Monsieur Corsial de l'entreprise Riposte et Laure Astruc qui vont co-commenter la partie suivante. Donc, vous pouvez allumer vos webcams et vos micros puisque je vous donne la parole. Alors, voilà, je vais les voir apparaître. Bonjour. C'est bon, ça fonctionne. Bonjour, Jean-Luc Corsial. Je suis le directeur de l'association Riposte qui gère 3 établissements médico-sociaux à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Voilà, nous accueillons à peu près 8000 passages dans l'année de personnes en très grande précarité et en situation de sans domicile essentiellement. Je n'étais pas en poste au moment du démarrage de la démarche. Aussi, je vais laisser Laure Astruc, qui a conduit cette démarche, prendre le relais. Je reviendrai par la suite. Merci. Voilà, donc je vais donc vous parler du démarrage de cette action qui concerne donc l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, j'ai mis quelques éléments de compréhension du contexte, en fait. La situation de départ, c'était un mal-être des équipes qui étaient relayées auprès du médecin du travail, notamment lors des visites médicales. Voilà, un mal-être très important qui était présent très fortement dans les différentes équipes de travail et qui amenait donc les salariés à solliciter le médecin du travail pour avoir une aide, pour trouver des solutions dans la situation. Ce mal-être, bien sûr, il générait au moins de l'absentéisme dans les équipes, de l'absentéisme qui était dû à des difficultés, bien sûr, de santé. Donc, ça a renforcé la charge de travail de ceux qui restaient, de celles et ceux qui restaient, notamment. Et puis, dans ce contexte-là, il y avait bien sûr, puisque c'est indispensable, une volonté de la part de la direction et du conseil d'administration de prendre en compte la situation, mais un manque d'outils, de méthodes pour intervenir, et je pourrais dire même de connaissance de la thématique, puisque les risques psychosociaux, et j'espère que vous n'aurez plus cette idée à la fin de notre webinaire, mais parfois c'est considéré comme une matière un petit peu molle, sur laquelle c'est compliqué d'agir, qu'on ne peut pas bien maîtriser. Voilà. Donc, on a proposé, avec le médecin du travail, bien sûr, d'intégrer les risques psychosociaux dans le document unique, parce que d'abord, il n'était pas complété sur cette thématique-là, ce qui est régulièrement le cas. Les entreprises ont complété leur DU, mais pas forcément sur la question des risques psychosociaux, souvent pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer, manque d'outils, de méthodes et une méconnaissance de la thématique et de comment s'en saisir, en ayant souvent l'impression, c'est en tout cas ce que moi je rencontre dans les entreprises, d'ouvrir une boîte de Pandore et puis de plus maîtriser là où ça va aller. Donc voilà, ce document unique n'était pas complété sur la thématique des risques psychosociaux. Donc cette question des risques psychosociaux n'avait pas encore été déployée en interne. J'ai mis en tant qu'objet de travail. Donc, ça n'avait pas été vraiment parlé, autrement que par la plainte adressée notamment au médecin du travail.
Il y avait quand même des situations de difficulté qui étaient résolues individuellement, mais de façon curative et de façon curative. Or, depuis le début, on insiste sur la notion de collectif, de repérage des facteurs de risque au niveau collectif. Et puis, donc, on a proposé de passer par le document unique, puisque cette démarche permettait d'ouvrir le dialogue et de repérer les facteurs critiques pour pouvoir agir. Les facteurs critiques qui sont donc les facteurs de risque dont on vous a parlé tout à l'heure et que nous avons passé en revue. Donc, très concrètement, le déroulement, j'ai mis bien sûr les phases essentielles. Dans un premier temps, il y a eu la réactivation d'un groupe de pilotage, puisque Riposte avait quand même travaillé sur son document unique. Donc, il y avait un groupe de pilotage qui était composé à l'époque du directeur en poste, d'un représentant de chaque métier. Il n'y avait pas de délégué du personnel à l'époque. Donc, ce groupe de pilotage existait et il a été un petit peu élargi par rapport à cette thématique des risques psychosociaux, notamment donc à des représentants de chaque métier. Nous avons travaillé sur le découpage d'unités de travail, les unités de travail qui sont donc des groupes, on va dire, de professionnels qui partagent des réalités professionnelles proches, puisque les risques psychosociaux pour la catégorie des administratifs dans une entreprise ne sont pas les mêmes que pour la catégorie des personnes en charge éducative, par exemple, ou en accompagnement social. Nous avons également fait une phase de sensibilisation aux risques psychosociaux pour que l'ensemble des équipes, puisqu'elles allaient être interrogées, puisqu'elles constituaient, elles faisaient toute partie d'unités de travail, l'ensemble des équipes puissent savoir ce dont on parlait quand on parlait de risques psychosociaux, quels étaient les facteurs de risque qui allaient être abordés. Et puis, nous leur avons également présenté l'outil de l'INRS, le ED 6140, qui allait donc servir à l'animation de ces unités de travail. La formation de 2 animatrices internes, puisque il est question de rendre autonome l'entreprise, dans ce cas l'association, sur l'intégration des RPS dans le document unique. Donc, il ne s'agit pas d'une démarche qui est faite en externe, mais bien en interne, avec le service de santé au travail en appui. L'animation des unités de travail, bien sûr, à l'aide de cet outil, et puis un travail de restitution. Voilà. Donc, le travail, en fait, a démarré avec les sensibilisations fin décembre et il aurait dû se terminer au moment du premier confinement. Donc, vous voyez, voilà, trois mois. Donc, une période assez rapide pour intégrer ces RPS dans le document unique. Donc, les points forts, bien sûr, l'expression de l'ensemble des salariés, puisque parler des risques psychosociaux, on considère que c'est déjà les prévenir. Ça permet en effet d'ouvrir cette discussion, d'ouvrir le débat et non pas d'ouvrir une boîte de Pandore. De plus, l'outil de l'INRS, c'est un outil qui est basé sur l'obtention d'un consensus dans les unités de travail. Donc, contrairement à un positionnement individuel par le biais de questionnaires, par exemple, où là, eh bien, je suis face à mon appréciation unique et individuelle de la situation, là, il s'agit en fait de travailler sur les facteurs de risque en ce qu'ils représentent un risque de déclencher des situations de risques psychosociaux, donc des situations de stress, de violence interne, de burn-out, de violence externe. Donc, on est vraiment sur de l'échange et sur un consensus par unité de travail, qui va être obtenu par unité de travail. Les points forts, c'est donc cet abord collectif qui est également donné dans la réglementation. C'est d'abord des mesures collectives qui doivent être privilégiées et pas individuelles, bien que ça fasse partie des moyens de prévention des risques psychosociaux, ce qu'on appelle des moyens tertiaires. Et puis, les points forts, c'est aussi l'autonomie de l'association sur cette thématique, puisque le document unique est à réactualiser au moins chaque année. Et donc, l'idée, c'est bien de permettre à l'association d'être autonome sur cette question du traitement des risques psychosociaux, à l'actualisation du document unique et au pilotage de la prévention des risques psychosociaux via le document unique.
Donc, je vais laisser maintenant Monsieur Corsial évoquer ces facteurs de risque qui ont été mis à jour et vous donner des éléments sur ce qu'il a pu constater à son arrivée. Me revoilà. Donc, concernant les facteurs de risque, je voudrais confirmer ce que disait Laura Struck tout à l'heure, c'est-à-dire que le risque psychosocial intervient, en tout cas ça a été le cas chez nous, en plein cœur de l'activité. C'est vraiment en interne que les choses ont pu être repérées. Pour ma part, j'avais un petit peu repéré ça déjà, mais là, ce travail sur les RPS qui a vraiment mis en valeur, nous avons 3 facteurs qui ont été mis à jour, qui sont voilà, facteurs de risque, comme leur nom l'indique. Tout d'abord, pour Riposte, un contexte de développement rapide de la structure. En 10 ans, les effectifs ont doublé. Donc, on est passé de 10 à plus de 20 salariés. Avec la nécessité dans ce développement, c'était la nécessité d'un équilibrage économique, donc une logique budgétaire. Ça a généré un accroissement d'activité. Une activité donc dans le domaine médico-social, je le rappelle, avec l'accueil de public en très grande difficulté. Le problème, et c'est ce qui a montré ce travail sur les RPS, c'est que les ressources ont été, et tous les moyens, même les locaux, ont été sous-dimensionnés, ce qui a pu générer un mode dégradé de fonctionnement, une intensité dans le travail accrue, et avec des risques qui se sont multipliés. Donc, ces risques qui se sont traduits par des arrêts de travail, des démissions, des burn-out parfois, et donc des équipes non stabilisées. Et je pense que les équipes non stabilisées sont des facteurs de stress pour les salariés et donc de risques majeurs. Le deuxième facteur, c'est que finalement, ce problème, il révèle un manque de stratégie lisible de la part du conseil d'administration et de fédération à l'égard des équipes. Et donc, ça a joué dans la distorsion que j'évoquais précédemment sur une structure qui grossit, mais des équipes qui continuent à courir après. Et enfin, je terminerai par un troisième facteur qui générera aussi un axe de travail. C'est une démultiplication des missions, d'une part. Et comme il n'y a pas de directive ou peu de visibilité, c'est chacun qui définit sa propre mission en fonction de sa subjectivité, de son ressenti. Je crois qu'un des mérites de cette démarche pour l'association Riposte, c'est d'avoir permis aussi de mettre de l'objectivité. Et on l'évoquera tout à l'heure sur une prochaine diapo, c'est bien à partir des éléments objectifs qui ont été mis en évidence que l'on pourra construire une stratégie, un plan d'action qui s'intègre à la fois dans le travail sur les risques, mais aussi dans le document unique de prévention des risques. Et je termine en disant que ces facteurs tendent à démontrer que ce travail sur les RPS, c'est comme l'amélioration continue. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est toujours en marche. Il faut mettre des cales pour pas qu'on retourne à la case départ et qu'il faut absolument y associer les premiers intéressés, à savoir les salariés. Voilà pour ces 3 éléments et je passe la main au suivant. Voilà, donc pour cette partie, il nous semblait important de souligner 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'intégrer les risques psychosociaux dans le document unique est différent d'une démarche d'audit RPS. Parfois, on a tendance à confondre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le document unique n'étant pas complété sur la partie des RPS, en effet, c'est ce document-là qu'on a choisi d'activer pour ouvrir la parole sur les risques psychosociaux. Pourtant, ça n'était pas un audit de RPS, puisque le document unique, il se place dans une visée absolue, on va dire, de prévention, prévention du risque. Voilà. Et puis, également, la façon de conduire la démarche, c'était d'amener donc l'association à faire elle-même. Donc, le service de santé était dans une dynamique de faire, accompagner, mais non de faire, et de livrer une vision finalement extérieure des risques psychosociaux.
Donc ça, je pense que c'est important de pouvoir le différencier, hein, puisque l'entreprise a été rendue autonome pour aller analyser les situations de travail, cibler les facteurs de risque, leur trouver des mesures correctives à partir des remontées de terrain. On le verra tout à l'heure de façon plus précise. Ça a pu donner des actions qui sont bien sûr précises et tout à fait adaptées aux difficultés du terrain. Voilà, hein, parfois on rencontre des documents uniques qui peuvent être faits par des sièges d'entreprise, par exemple, et qui descendent comme ça après vers des entités locales. Malheureusement, ça ne tient pas compte véritablement du terrain, et c'est ce qu'on privilégie, ce qu'on a privilégié dans ce type de démarche. Voilà, je laisse la main à l'entreprise Profil Système. Bonjour, donc Émeric Renner, donc je suis directeur général adjoint de Profil Système. Donc en fait, le contexte de la démarche de prévention des RPS chez nous, donc au départ, c'est pas une action volontaire de la part de l'entreprise. Ça a fait suite à une injonction de la CARSAT, suite à une alerte qui a été lancée par un ancien salarié de l'entreprise. Et donc, suite à cette injonction, donc on s'est investi avec le CSE pour pouvoir mener à bien cette démarche. Donc, la première étape, ça a été de choisir déjà le prestataire pour pouvoir faire cette enquête. Donc, on a associé le CSE pour le choix du prestataire et on a choisi l'ARAC. Il y a plusieurs choses qui nous ont séduit sur l'ARAC. Il y avait déjà le côté paritaire, puisqu'il fallait, c'était important pour les deux parties que ce soit paritaire, et l'organisation de la démarche telle qu'elle nous avait été présentée. Donc, la démarche qui a été engagée avec l'ARACT, en fait, elle se fait en quatre grandes parties, je dirais. Il y a une première qui est le lancement de la démarche avec la constitution d'un comité de suivi. Donc, le comité de suivi, il regroupe des gens de la direction et des gens du CSE. Donc, ça a permis de cadrer la démarche. Ensuite vient le diagnostic qui est fait avec des groupes de réflexion. Donc, je reviendrai un petit peu après sur les différentes constitutions. Donc, il y a une restitution qui est faite au comité de suivi après le diagnostic. Ensuite, les groupes de réflexion vont élaborer des pistes d'action. Et ensuite, donc, il y a la partie plan d'action et puis validation avec l'ensemble des équipes sur les terrains, avec les managers. Et après, une restitution. Donc, au niveau des phases, on avait, nous, entamé la démarche sur le milieu de l'année 2019. Il y avait une restitution qui était prévue sur le mois d'avril 2020. Suite au Covid, c'est quelque chose qui n'a pas encore pu être fait puisque on souhaite le faire en présentiel, hein, pas uniquement en visio par rapport à l'ensemble de la démarche qui a été faite. Cette démarche, elle intègre vraiment l'ensemble des différentes parties de l'entreprise. Donc, dans la partie lancement de la démarche, donc on avait, avec le comité de suivi, on a élaboré les différents groupes. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui sont faites dans ce que nous a proposé l'ARAC. Donc, il y a une première partie qui est avec des entretiens individuels qui sont réalisés. Donc, ça représente 14 salariés qui ont fait l'objet d'entretiens individuels avec les gens de l'ARAC. Donc, il y avait 4 managers, 6 opérateurs et 4 employés. Ensuite, il y a une partie d'observation qui est faite dans les différents services. Donc, on est dans une usine industrielle, dans une entreprise industrielle. Donc, il y avait une partie d'observation dans l'usine, mais aussi après dans tous les services supports, puisque les services supports travaillent essentiellement sur des open space. Donc, ça, c'est la première partie sur les entretiens individuels. Ensuite, j'ai parlé des groupes de réflexion. Donc, en fait, on a divisé en 3 parties. Des groupes de réflexion pour les opérateurs, donc principalement dans l'usine. Ensuite, un groupe de réflexion sur les managers. Et enfin, un groupe de réflexion sur les employés. Et donc, la constitution de ces groupes, on a essayé de faire quelque chose qui permette de regrouper vraiment un panel le plus large possible des salariés. Donc, le choix des gens dans les groupes de réflexion s'est fait par tirage au sort et sur la base du volontariat. Donc, il y a eu des entretiens avec chacun de manière paritaire entre la DRH et puis une personne du CSE pour leur expliquer la démarche et l'investissement qu'on avait besoin de leur part. Et donc, ça a mené en fait sur la partie diagnostic à 3
3 journées pour chaque groupe de réflexion, plus une journée en commun. Donc, suite à ce diagnostic, il y a eu un comité de suivi et derrière, il y a eu de nouveau une journée pour chaque groupe de réflexion et une journée aussi en commun. Donc, on avait 30 personnes à peu près donc, dans ces trois groupes de réflexion. Et donc, ils nous ont fait beaucoup de propositions et ils nous ont fait part aussi de situations de tension, ce qui était dans la mission de l'ARACT. En gros, donc on a 165 propositions qui ont été faites pour environ 163 situations de tension, avec une répartition qui est pour moitié sur les opérateurs, 22% sur les managers et 28% sur la partie employée. Au niveau des principales thématiques, donc il y a 5 thématiques qui avaient été définies par le comité de suivi avec la participation également de l'ARACT. Donc, ces 5 thématiques, il y avait une première thématique qui était sur les charges et les rythmes de travail. La deuxième thématique concernait la partie communication et circulation des informations dans l'entreprise. La troisième thématique était sur les pratiques managériales. La quatrième était sur les perspectives d'évolution de carrière et de promotion dans l'entreprise. Et la cinquième était une thématique sur l'articulation entre vie au travail et vie hors travail. Donc voilà principalement la démarche telle qu'elle a été engagée chez nous. Donc je vais laisser la parole à Benoît Lunetta, qui est le secrétaire du CSE, qui va pouvoir vous faire part aussi de sa vision de cette démarche. Bonjour, donc je vais vous transmettre ma vision. Vous avez le support et là je vais profiter d'avoir sur mon temps de parole pour vous donner des choses qui sont un peu plus de terrain. Donc s'il y a des différences ou des changements, c'est normal, c'est pour que vous ayez le maximum d'éléments dans le temps limité qui nous est imparti. Donc au niveau du contexte, je suis parti de façon un peu plus large parce que donc nous la problématique des RPS, c'est quelque chose qu'on a depuis une dizaine d'années. On a commencé à sentir un peu des tensions, des mal-être qui étaient remontées par les salariés, manque de reconnaissance, une prise en compte de leur point de vue qui n'était pas assez importante, le conflit de valeurs aussi, c'est des choses qui revenaient. Et donc, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Mais on a un peu l'impression que les RPS, quand on attaque ça avec la direction, de prime abord, on a l'impression que c'est un mot qui fait peur. Et du coup, on a du mal à être dans le discours. Et donc, le premier travail qu'on a fait avec les PALS, d'ailleurs, par rapport à la présentation de Riposte, on s'y retrouve. C'était un peu les mêmes méthodes. Chez nous, avec ces différences qu'il y avait entre la vision des élus et celle de la direction, ça a fait que créer des tensions, des blocages. Et donc, on est allé jusqu'à la création d'un questionnaire, des résultats qui ont mis très longtemps à arriver. Et on est au moins sur un travail de 3 ans. Et donc, on était dans cette situation-là où, au lieu d'arriver à avoir un discours qui s'apaise, c'était en train de s'envenimer, de devenir de plus en plus tendu. Et donc, comme vous a dit notre directeur adjoint, on a eu une injonction de la CARSAT et avec le choix de l'ARACT. Donc, pour revenir sur le choix de l'ARACT, donc effectivement, c'est un choix qu'on a fait de façon paritaire. Le but pour nous était que la direction ait confiance. Donc, c'était quand même un organisme qui semblait avoir de l'attention de notre direction. Donc, c'est ce qui nous a un peu, nous, aussi incité à le choisir. C'est un organisme d'État, donc on se dit, bon, quand même, ils ont des bases solides. On ne voulait pas qu'il puisse y avoir des pressions de la part de la direction qui puissent influencer les résultats. Donc, on voulait quand même un organisme qui soit assez solide. Donc, donc ce choix-là nous allait bien. On avait un petit doute, c'est une approche un petit peu des RPS avec le lien avec la QVT. Au niveau de l'ARACT, ils ont quand même la réputation de travailler un peu comme ça. Et nous, on voulait plutôt quand même rester sur les RPS, le problème à régler et pas trop aller sur la QVT qui est plus une amélioration des conditions de travail. Mais le compromis nous semblait très bien. Et donc, on est parti avec eux. Et donc, sur les principales thématiques,
voilà, là, il faut avouer que c'est vraiment la grande surprise. Parce que donc, comme on vous a expliqué, on a fait quand même un travail sur toute l'entreprise avec un tirage au sort des salariés. Donc, on pouvait un petit peu se poser la question, est-ce que les problématiques que nous, élus, on avait ressenti sur le terrain, on avait identifié du terrain, aller dans une enquête aussi large, pouvoir ressortir et être mis en avant. Et donc là, c'est vraiment la grande surprise, c'est-à-dire que tous les points qu'on avait vus ressortent dans l'enquête et apparaissent dans l'enquête. Donc c'est vraiment une très grande satisfaction pour nous, parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les RPS, c'est quelque chose qu'on a du mal à quantifier, à évaluer. Et du coup, dans la discussion avec la direction, c'est compliqué. C'est quelque chose qui, voilà, c'est des représentations, c'est des ressentis. Donc, et là, maintenant, avec ce travail de l'ARACT, on a un document, on a des thématiques qui ont été écrites. Et donc, ça nous donne un support sur lequel on peut s'appuyer, on peut discuter. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le dialogue et qui est une base aussi pour avoir un consensus entre les élus et la direction qui nous permet de travailler de façon plus efficace. Et donc, ce qui est très bien, c'est que voilà, je vous disais qu'on était dans une situation de blocage et grâce à ce travail de l'ARACT, ben maintenant, voilà, on a une trame, on a un support en commun qui nous permet de travailler sur les RPS. Et donc, voilà, c'est la chose principale à retenir. Voilà, j'en ai terminé et je passe la main pour la suite. Bien. C'est la représentation globalement des retours qui nous ont été faits sur les situations de tension et sur les propositions qui pourront être faites par les salariés, par thématique justement, les thématiques que j'évoquais tout à l'heure, ainsi que par type de groupe de réflexion entre opérateurs, managers et employés. Bien, je peux poursuivre, s'il vous plaît. Oui. C'est bon, Thierry, ça va. Oui, Thierry, oui, c'est à vous. Ouais. Merci. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette expérience à profil système? Donc, j'ai bien compris, méfions-nous des liens entre les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Soyons très prudents sur ces sujets. Donc, on l'a bien compris, hein, l'une des clés de réussite d'un tel projet, c'est d'abord le portage de la démarche par une pluralité d'acteurs, à savoir là la direction, le CSE, et surtout leur engagement. C'est important dès le départ, de bien identifier que tous ces acteurs qui vont être impliqués, ben, c'est pas pour, voilà, c'est vraiment pour aboutir sur un véritable plan d'action, hein, plan d'action qui découlera du diagnostic. Et ça, c'est important que les acteurs soient motivés dès le départ. Ensuite, pour suivre tous ces travaux, il y a quand même une instance qui a un rôle essentiel, c'est le comité de suivi ou comité de pilotage qui a été constitué à cet effet. Hein. Donc, c'est ce comité de suivi qui a choisi l'ARACT. C'est avec eux qu'on a identifié les critères pour constituer les groupes de travail, âge, ancienneté, métier. C'est là qu'on a séparé les opérateurs des employés, des managers. C'est là qu'on a choisi les thèmes d'investigation. Donc, ce comité, il a un rôle essentiel dans la co-construction de la démarche, dans le portage aussi de la démarche. Ensuite, un autre facteur de réussite, c'est s'appuyer sur des situations concrètes de travail, hein. Et d'aller un petit peu, j'ai envie de dire, au-delà des questionnements un peu trop théoriques que l'on retrouve dans les questionnaires. C'est se rapprocher le plus près possible des conditions concrètes de travail, hein. Et on a pu justement repérer, grâce aux entretiens, aux observations, aux différents groupes de réflexion, des situations de tension, hein, ce qu'on appelle des situations de tension, c'est-à-dire des situations de travail qui sont reconnues
par les salariés significatives de difficultés, à l'origine de débordements, de conflits, et qui ne sont pas régulés collectivement ni par l'organisation. Hein. Et cet inventaire de situation de tension, hein, groupe par groupe, hein, il a été classé par thématique, il a été validé par les salariés lors des différents groupes de travail, mais aussi par les membres du comité de suivi. Et bien évidemment, hein, l'objectif de cet inventaire, c'est d'être suffisamment proche des préoccupations du terrain pour constituer un diagnostic partagé qui, par la suite, hein, sur la base de l'identification de situations de tension, va faciliter la construction d'un plan, va mettre en position, si vous voulez, les participants à ces groupes de travail pour proposer des pistes de réflexion et d'action qui feront l'objet par la suite de la construction d'un plan d'action. Donc, c'est ce que l'on va voir lors de notre troisième séquence, comment on construit un plan d'action. Vincent, c'est à vous, s'il vous plaît, pour la suite. Merci. Très bien, merci pour ces bases. Hein. Au niveau des définitions, maintenant, voilà, je vous propose de continuer avec l'entreprise Riposte qui va nous présenter les actions qui ont été mises en place. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Donc voilà, une fois la démarche terminée, les choses commencent. Effectivement, l'enjeu, c'est de comprendre déjà ce qui nous a été amené et de le mettre en musique. Je reviens quand même sur le fait que ce qui va guider toute notre action et en particulier le management de la direction, c'est vraiment le passage d'une expression du ressenti qui a pu être fait dans le cadre des groupes de travail à vraiment une objectivité d'arriver à nommer les choses, ce qui n'enlève rien à la légitimité d'une souffrance ressentie dans le cadre de son travail, mais c'est ce qui va permettre surtout de pouvoir construire et de pouvoir mettre en place des actions. J'évoquais tout à l'heure 3 facteurs. Du coup, on a un peu 3 axes d'amélioration et de mise en œuvre. Donc, un premier axe, autour de la stratégie de l'association, on s'est aperçu qu'il y avait un écart entre finalement la gouvernance et un peu la mise en perspective de l'association, et puis des équipes qui, comme je disais, de plus en plus passaient leur temps à courir. Un deuxième axe, ça sera autour de la mission et des moyens, c'est-à-dire concrètement, quels sont les leviers et comment on permet aux équipes de comprendre ces leviers et de mettre en œuvre les actions. Et enfin, et surtout, le point sur lequel je m'attarderai, c'est d'arriver à intégrer sa mission et les limites de sa mission. Comme je le dis souvent à mes équipes, vous ne sauverez pas le monde, mais néanmoins, leur mission est importante et elle a besoin d'être à la fois recadrée et d'être sécurisée. Donc, par rapport à la stratégie de l'association, je crois il me semble qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que la gouvernance, comme la direction, est garant du sens et donc est garant de l'adhésion des équipes à tout ce travail d'amélioration qu'aura suscité le travail sur les RPS. Donc, c'est vraiment un travail de management et d'une certaine proximité, donc j'imagine, suivant la taille des entreprises, entre l'équipe dirigeante et les équipes qui sont sur le terrain. Néanmoins, ce sens et cette adhésion ne fonctionneront, j'allais dire, ou atteindront leur objectif que dans la mesure où on arrive à décliner concrètement les actions. Donc là, pareil, il faut que la direction puisse mettre un peu les mains dans le cambouis. Donc, un exemple très concret que moi j'ai eu à conduire quand je suis revenu sur Riposte, puisque j'y avais déjà passé 1 an auparavant, c'est de travailler très concrètement un peu au management de la qualité, c'est-à-dire se dire sur tel et tel processus, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Je donnerai un exemple concret. Nous faisons ce qu'on appelle de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire nous hébergeons des personnes qui nous sont orientées, qui viennent de la rue, via le fameux numéro vert 115. Jusqu'à maintenant, ils prenaient les personnes plus ou moins comme elles arrivaient. Mais au bout d'un moment, une fois que la personne n'est pas arrivée à l'heure, on continue à attendre. Et parfois, j'ai eu des équipes qui ont attendu 3 heures. Ils ont terminé à 20 heures au lieu de terminer à 17 heures. Donc, ça se traduit par des heures sup. Ça se traduit par une insatisfaction
au niveau des équipes, et puis du coup des risques qu'ils peuvent prendre puisqu'ils sortent un petit peu du cadre. Donc on a eu à conduire sur ces hébergements d'urgence une journée de travail où j'ai pris l'équipe et j'ai dit voilà, le 115 il sonne à l'association, qu'est-ce qui se passe? Et on a tout détricoté et ils se sont aperçus que il y avait une bonne partie des tâches qu'ils s'étaient auto-prescrits d'une certaine manière, qu'ils faisaient mais qui n'étaient pas forcément essentielles à la démarche d'accueil et d'hébergement. Donc je vous passe sur un peu les échanges, mais ça a été un vrai travail d'équipe, une prise en compte de de la mission, de ce que la direction souhaitait sur ces processus-là, ce qui était attendu d'eux par les financeurs, puisqu'on est financé par l'État sur ces dispositifs, et puis d'arriver à voir quelles règles du jeu ils pouvaient mettre en place pour être bien dans leur poste, répondre à la commande et rester dans le cadre. Donc ça a été un gros travail qui s'est traduit par de la mise en forme de procédures toutes simples, mais qui servent de référence. Et moi, je me suis rendu compte, les mois passants, que le fait qu'ils aient pu dire leurs difficultés, le fait que ça a été saisi par la direction, qu'ils aient pu dire, dans le cadre des réunions de travail, que le cœur de leur mission, c'était par exemple là, d'accueillir les personnes, de les héberger et qu'ils se sentent en sécurité. Et le fait qu'on ait redonné du sens à ce travail, que ce ne soit pas simplement une commande et de l'exécution, ça les a fait bouger et ils peuvent envisager aujourd'hui une manière d'accueillir les personnes beaucoup plus sereine, sécurisée, et ils savent aussi les limites. Un deuxième exemple, je crois que les exemples illustrent bien, on fait ce qu'on appelle de l'accueil de jour. Donc les personnes sans domicile fixe viennent prendre un café, ils viennent prendre une douche. Voilà, on a une lingerie, ce qui permet aussi de laver tout le linge des hébergements d'urgence. Donc voilà, vous imaginez un petit peu la fourmilière. Voilà, on avait des agents d'accueil qui s'étaient auto-prescrits le nettoyage des couettes des hébergements d'urgence. Donc moi, j'ai eu des agents d'accueil, au lieu d'accueillir les personnes, ils passaient leur temps dans les escaliers avec des couettes sous les bras parce qu'ils s'étaient un peu donné cette mission de faire de la blanchisserie. Donc il a fallu reprendre, leur dire mais quel est notre métier? Aujourd'hui, on sous-traite. Voilà, il y a des gens dans ce métier, ils font ça beaucoup mieux que nous et on a des agents d'accueil qui font leur métier d'agent d'accueil. Et avec une certaine satisfaction parce que les charges de travail qu'on leur a enlevées, elles ne faisaient pas sens. Et là, ils se retrouvent avec des actions concrètes qui font sens. Après, je crois que c'est le troisième axe, c'est-à-dire que ce travail sur les RPS a montré aussi que notre travail avait des limites. On ne peut pas tout faire. Parce que quand des salariés, je le redis, ils veulent sauver le monde, en général, ils vont courir. Et concrètement, moi, j'ai une salariée, à force de courir, elle est tombée. En tombant, elle a eu un arrêt de travail. Elle a donc pénalisé son équipe. Elle n'a pas pu être remplacée tout de suite. Et donc, c'est une succession sans fin de risques psychosociaux. Donc, l'idée, ça a été de reprendre et on remonte jusqu'aux causes, finalement, qui fait que, à travailler dans l'urgence, quelque part, on ne peut pas traiter pour nous l'urgence des propres personnes qui viennent chez nous. Voilà, donc le travail essentiel pour moi aujourd'hui, suite à ce travail sur les RPS, c'est vraiment un travail sur la gestion des priorités. Non pas, ça paraît trivial comme ça, la gestion de priorités, mais un dernier exemple, pas plus tard que tout à l'heure, avant le démarrage du webinaire, je reçois un coup de téléphone de mes équipes. En gros, coupure électrique, un chauffe-eau qui a explosé. À une certaine époque, ils auraient été en mode panique totale. Aujourd'hui, j'ai eu le coup de fil, il me dit on a décidé, on ferme l'accueil et on gère. Et j'ai trouvé que ça, c'était un retour d'expérience vraiment intéressant parce que c'est dans le concret des choses. Je regarde Laure qu'à côté de moi. C'est dans le concret des choses qu'on vérifie s'ils ont intégré ce que relevaient ces risques psychosociaux. Voilà. Donc moi, je redis vraiment la vertu d'une telle démarche. Une fois la démarche terminée, les choses commencent, mais en fait, la démarche, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que ça continue. C'est l'expérience d'amélioration continue. On est dans un processus d'amélioration. On cale
les affaires pour pas revenir à nos mauvais penchants, j'allais dire. Et puis, c'est vraiment un travail de management. C'est pas qu'un travail technique, c'est un travail d'accompagnement. Et le document unique, qui a parfois son côté un peu, c'est vrai, rébarbatif, parce que c'est pas toujours on répond aussi à de la réglementation, mais d'arriver à y donner du sens et de voir concrètement dans leur situation de travail comment ils sont amenés à évoluer, puis au bout du bout, hein, comment on fait évoluer les fiches de poste. Je pense que c'est vraiment une des vertus premières de cette démarche. Donc, je pense que voilà, l'occasion qui nous est donnée d'échanger sur ces expériences est très positive. Je vais passer le relais. Alors. Voilà, donc vraiment pour terminer, hein, parce que M. Corsial a tout à fait bien décrit et je pense que c'était important de rentrer vraiment dans le concret, hein, pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, ces actions qui sont dégagées et qui sont simples et concrètes et qui répondent à de vrais besoins de terrain. Vous voyez que ça peut être très simple d'agir sur les risques psychosociaux à partir du moment où on a correctement déterminé ce qui dysfonctionne. Hein, voilà, et si on ne s'attache finalement qu'à le saisir par l'individu et la situation individuelle de difficulté, on ne va pas pouvoir agir sur l'organisation du travail et pas pouvoir agir sur le système qui donne ces difficultés-là. Voilà. Donc, je fais très court puisque mes collègues là de Profil Système et de l'ARACT vont continuer. Voilà. Et en finissant, en vous disant que dans le document unique et dans ce type de démarche, il y a rarement des surprises. C'est ce que vous avez dit l'intervenant de tout à l'heure. On ne découvre pas les choses. On les objective, on les donne à voir, on les nomme, ce qui permet d'y travailler concrètement dessus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, en effet très concret. Du coup, on va demander la même chose pour Profil Système. Donc, Aymeric, logiquement, c'était à vous de… Ouais. Alors du coup, en 4 points, un petit peu comment agir pour finaliser tout ça. Donc, comment passer du diagnostic au plan d'action. Donc, on a vu qu'il y avait quand même un nombre important de propositions, 165. Donc, on a dû passer par une phase en fait de synthèse de ces situations pour dégager plusieurs axes de travail et au préalable aussi évaluer la faisabilité de ces plans d'action. Donc, il en a résulté des principaux axes de travail pour le plan d'action. Donc, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais on a sorti 8 axes de travail pour ce plan d'action. Un premier qui va concerner les horaires et les organisations de charge de travail. Un deuxième axe qui va être la gestion de l'absentéisme. Un troisième qui va concerner tout ce qui est pratique managériale, avec les notions d'équité, de communication ascendante et descendante. En 4, tout ce qui est communication transversale et coordination de toute la transversalité. Le cinquième, c'est, chez nous, on est dans la métallurgie, donc c'est la gestion des coefficients, donc c'est sur l'évaluation des postes, qui était un point important aussi, qui ressortait beaucoup chez nous. Le sixième axe que l'on a mis, ça concerne tout ce qui est polyvalence et l'organisation des priorités. Un autre axe, le septième, c'est ce qui concerne tout ce qui est matériel. Matériel de production, matériel pour travailler, amélioration de ce matériel. Et un huitième qui concerne les outils de communication managériale. Donc, on a plusieurs outils qui sont déclinés entre les managers et puis et les opérateurs. Et il sera nécessaire, puisque ce n'est pas encore complètement déployé, de bien redéfinir le rôle de chaque outil de communication managériale autour de ça. Donc derrière, il y a des critères de choix par rapport à tout ça, que je pourrais dénombrer par 4 critères, puisque pas forcément intervenir sur tout. Donc il y a dans les 4 critères, il n'y a pas forcément d'ordre pour définir celui qui est le plus important par rapport à l'autre. Donc il y a déjà le nombre de personnes impactées. Certaines situations peuvent être considérées comme mineures et impactant peu de personnes, donc ce n'est pas forcément celles qui ont été définies comme prioritaires.
Il y a la récurrence, savoir si c'est des choses qui arrivent juste une fois ou si c'est des choses qui reviennent régulièrement. Il y a forcément la notion de coût, les coûts directs et indirects. Est-ce que c'est des coûts aussi one-shot ou est-ce que c'est des coûts qui vont être récurrents? Et après, la facilité de mise en œuvre. Certaines choses ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, dans la phase où l'on est, on a défini les principaux axes de travail et on va chercher justement à mettre en place les réponses au maximum de propositions qui ont été faites. Néanmoins, dans cette restitution que l'on souhaite le plus rapidement possible, mais ça dépendra du moment où on pourra réunir l'ensemble des participants à cette enquête, il y a des choses qui peuvent avoir une mise en œuvre rapide, d'autres pour lesquelles une étude de faisabilité avec l'impact économique est à évaluer qui doit être fait. Et pour certaines, il y aura pas de suite qui pourra être donnée. Et donc, il faudra expliquer les raisons pour lesquelles on ne pourra pas donner suite à ça. Donc, aussi en conclusion par rapport à tout ça, bon, on a malheureusement, du fait du corona, on n'a pas pu terminer la démarche. Hein. Sinon, sur une démarche qui aurait duré, je dirais, entre 9 et 12 mois chez nous. Alors, c'est la démarche avec l'ARAC, mais comme il a déjà été dit, c'est une étape. Mais après, c'est quelque chose qui est continu et des choses qu'il faudra continuer à évaluer régulièrement. Et ça nécessite quand même un investissement important, investissement financier, mais humain aussi, hein, puisque dans l'ensemble de la démarche, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça représente entre 1000 et 1500 heures avec les différents salariés. Donc, c'est un investissement important qui a été fait. Donc, j'ai entendu tout à l'heure et j'ai vu que vous aviez mis des liens. J'espère que pour 1 euro investi, on aura 13 euros qui retournera, mais à la limite, ce n'est pas le but recherché. Et pareil, j'ai vu aussi passer quelques questions et ça a été évoqué par Benoît tout à l'heure. Je trouve que là-dedans, il est clair que la terminologie de risques psychosociaux a une connotation anxiogène et négative qui n'est pas encourageante pour les directions. Et c'est vrai qu'on parle de QVT. Alors, ça a une connotation beaucoup plus positive. Et entre l'un ou l'autre, à la limite, je ne sais pas quel est le terme qui est le plus approprié, puisque beaucoup ici se posent aussi la question de la différence entre les deux. Je pense qu'il est quand même préférable d'aborder la chose du côté beaucoup plus positif pour chercher de la QVT, puisque en fait, ce que l'on recherche quand même à la fin, c'est d'avoir le maximum de bien-être et le maximum d'engagement de nos salariés pour que nos entreprises fonctionnent du mieux possible. Et je pense qu'il ne faut peut-être pas s'arc-bouter entre soit d'un côté certains qui veulent une connotation négative et d'autres qui veulent une connotation positive. Donc je laisse voilà un petit peu le bilan de comment ça s'est passé un petit peu chez nous, du point de vue de la direction. Je vais laisser la parole à Benoît en ajoutant quand même, avant de terminer, que ça nous a aussi permis quand même le fait d'avoir l'ARAC qui permette ça, de renouer un dialogue beaucoup plus constructif avec le CSE, et sur le fond, globalement, on va à peu près tous dans la même direction, avec forcément pas toujours la même manière d'y aller, mais ça nous a quand même permis de restaurer un meilleur dialogue. Et comme le disait Benoît tout à l'heure, on avait quand même des périodes avec un dialogue qui avait pas mal de tensions, qui est quand même ces derniers temps largement derrière nous. Benoît, je te laisse la parole. J'arrive, je récupère tout ça. Alors, c'est pas le sujet, mais c'est vrai, petite quand même remarque sur cette définition et de la QVT et des RPS. À un certain moment, c'était important parce que effectivement, c'est pas la même approche. Il y a vraiment des connotations entre le positif et le négatif. Mais des fois, c'est bien d'être sur le problème. Et c'est vrai qu'il y a une époque, ça a été quelque chose qui a été conflictuel. Maintenant, chacun a avancé et on arrive à bien travailler. Mais c'est vrai que voilà. Parce qu'en fait, nous, les RPS, comme je disais tout à l'heure, voilà, souvent, c'est un gros mot, quoi. Et en fait, on aimerait pouvoir en parler de façon décomplexée. Et s'il y a des RPS dans une entreprise, ce n'est pas dramatique. En fait, les RPS, ils font partie de la vie de l'entreprise, ils sont là, on les traite, on les résout et on avance.
Et des fois, de vouloir les attaquer du côté de la QVT, eh ben, c'est vouloir essayer de se voiler un peu la face. Donc, c'est vrai que nous, à une certaine époque, on y était très attaché à cette différence entre RPS et QVT. Maintenant, voilà, on a un peu évolué et le principal, c'est qu'on arrive à avancer sur les conditions de travail des salariés. C'est le plus important. Donc, pour revenir sur ce qui nous intéresse, vous avez le rappel là sur ce qui est écrit. Donc, au niveau de passage du diagnostic au plan d'action, voilà, pareil, nous, en tant qu'élus, on sait, comme on vous a dit, il y en avait beaucoup suite au travail de l'ARACT, et on s'est appuyé sur les propositions qu'avaient fait les salariés pour construire le plan d'action. Et en fait, ça a amené le fait que les salariés fassent des propositions, c'était très positif pour montrer le côté proactif, on réfléchit sur les problèmes. Mais en même temps, ça a un peu coincé la direction dans le sens où, comme elle avait des propositions, elle était un peu à y répondre. Et du coup, nous, en tant qu'élus, on aurait peut-être préféré une prise en charge plus globale, quelque chose d'un petit peu plus haut, et pas simplement répondre à ce que demandaient les salariés. Sur les principaux axes, Aymeric a très bien résumé les choses. Sur les critères de choix, donc pareil aussi, le résumé est très bien. Nous, en tant qu'élus, en fait, là où on a essayé un peu de se positionner, c'était déjà d'aller choisir des choses qui faisaient sens pour la direction, sur laquelle la direction avait envie de s'investir. Il y en avait tellement que de toute façon, on avait largement de quoi faire. Donc déjà, on s'est un peu dirigé de cette façon-là en laissant la main à la direction. Et après, ben pareil, comme je vous disais, nous, on avait déjà, ça fait 10 ans qu'on y est dessus, donc on a de nombreux retours de terrain, on a une certaine expérience. Et donc, du coup, après, voilà, on pilote un petit peu entre qu'au niveau de la direction, elle a le plus d'intérêt à le faire, ou elle montre le plus d'intérêt à le faire. Et nous, que par rapport à nos retours du terrain, on sent que c'est important sur les salariés. On navigue un peu comme ça pour pousser les éléments qui sont sur les choses où on sait que ça aura le plus grand impact sur les salariés. Ensuite, ben voilà, pour finir, c'est vrai que la crise du Covid nous a un peu ralenti. Voilà, le point positif est vraiment immédiat, c'est le travail élu direction qui a vraiment changé avec une autre dynamique, une autre façon de faire. Pour les salariés, il y a un mieux aussi, moins évident, mais il y a quand même un mieux. Je l'avais défini en disant que voilà, c'est du mieux coup par coup, c'est-à-dire que on voit que la direction, elle est sur les RPS, c'est au cas par cas. Et c'est vrai que voilà, nous, dans notre vision, si on veut faire de la prévention, il faut dépasser cette notion-là de la réponse individuelle, même si elle est adaptée, hein, parce qu'à l'heure actuelle, les réponses sont très bien adaptées. Mais voilà, il faut essayer d'aller au-delà de ça pour aller sur des choses qui vont être plus sur de l'organisation, sur des choses qui sont plus structurelles et qui, du coup, là, vont vraiment permettre de faire de la prévention. Mais voilà, on est sur le bon chemin avec l'ARACT et on avance dans la bonne direction. Donc, on est plutôt confiant et satisfait du travail qui a été fait. Et voilà. Satisfaction est partagée par la direction, donc ce qui globalement peut conclure à une démarche qui est plutôt dans le bon sens et satisfaisante pour nous. Voilà. Que du positif pour un travail sur les RPS dans l'entreprise. Merci. Juste un mot pour ne pas être trop en retard, hein, par ce qu'il faut retenir, ce qui me semble important, c'est que le plan d'action, c'est l'aboutissement d'une démarche de prévention des RPS. L'aboutissement, même si on l'a vu par la suite, il y a quand même la mise en œuvre des actions, son suivi, son évaluation. C'est vrai que par la suite, ça va être à un moment donné important d'évaluer les effets du plan d'action sur les conditions de travail et la performance. Mais le plan d'action, on l'entrevoit aussi, hein, c'est souvent le moment où se révèle l'engagement des décideurs, hein, mais aussi c'est le moment où d'éventuels désaccords pourraient ou peuvent s'exprimer entre les parties prenantes en fonction des enjeux respectifs des uns et des autres. Voilà, donc je conclurai sur cet élément. Je vous remercie.
Merci à tous pour ces témoignages et du coup les synthèses. On va passer du coup aux questions. Donc, on en a eu beaucoup. Pour respecter le timing, puisqu'on avait dit 16 heures, on va prendre 4 questions. On a essayé de les regrouper du coup avec ma collègue Priscille. On va commencer peut-être par… il y a eu pas mal au départ de questions sur tout ce qui était réglementaire. Donc, je pense que Christian Mampouya va pouvoir nous éclairer un petit peu sur le sujet. Le temps qu'il rallume sa webcam et son micro, du coup, Priscille, je veux bien que tu lui poses la question. Bonjour à vous tous. Donc effectivement, il y a un certain nombre de questions qui peuvent directement toucher ou concerner. Alors une qui me paraît particulièrement importante et qui a été posée plusieurs fois, est-ce qu'il y a déjà un référent qui est nécessaire pour toutes les entreprises? Alors, le référent santé sécurité au travail est une obligation qui incombe à toutes les entreprises. Dès lors qu'un employeur embauche un salarié, effectivement, l'idée et l'esprit de cette obligation, c'est vraiment d'accompagner l'employeur dans sa démarche, de faire en sorte que l'employeur ait une aide pour décliner des actions, mettre en place des mesures de prévention, puisqu'en fait, on parle de formation du référent quand il n'est pas formé, quand il n'a pas la compétence. Et aussi, il y a une ouverture qui est faite sur le fait que quand dans l'entreprise, on n'a pas de compétences, eh bien, on peut recourir à un accompagnement extérieur, un appui extérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a une question qui était adjointe, c'était de savoir s'il y avait un minimum de salariés à atteindre. Ben, dès lors qu'on a un salarié, Voilà. on établit un document unique. Je pense que c'est ceux-là. Ok. Une question également qui se posait, qui était aussi une question réglementaire, concernant le référent harcèlement sexuel du CSE, est-ce qu'il existe une formation obligatoire? Oui, alors il faut que cette personne soit formée, celle qui va être désignée en tant que référent en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il doit avoir des formations qui existent, mais en tout cas, il y a une obligation de formation. Et je vous renvoie vers le guide pratique DGT. C'est un guide qui est assez exhaustif et qui donne des indications sur le contenu de la formation de ces référents-là. Je mettrai ça dans le chat, le lien. Je mettrai le lien dans la bibliographie qui est accessible avec les liens Internet qui vous renvoient directement vers tous les documents. On rajoutera l'étude qui a été communiquée, l'étude des chiffres, le retour d'expérience qu'a présenté la CARSAT. Donc, j'ai vu que le lien avait été publié, on le rajoutera également. Et je crois qu'il y avait une dernière question sur les formations, Christian. Et je crois qu'on avait fait le lien aussi sur… il y a un guide PRST. Est-ce que du coup, ça répond à ça ou pas? Alors, le guide PRST, c'est plutôt des formations généralistes RPS, alors que la formation du référent en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, c'est quelque chose de particulier, c'est assez spécifique. Dans tous les cas, vous avez une liste des formateurs à la directe, je suppose, puisque c'est vous qui accréditez ces organismes-là. Alors, nous, on accrédite au niveau de la directe les organismes de formation pour les membres CSE sur la partie santé sécurité au travail. Donc, il y a une liste qui est sur le site internet de la directe Occitanie, qui est accessible. Et donc, après, il faut peut-être se rapprocher de ces acteurs-là pour voir ce qui est fait dans le cadre des formations dédiées aux référents harcèlement sexuel. Très bien, merci. On va peut-être enchaîner sur des questions qui concernent plutôt l'interrogation sur le contexte. Il y en avait notamment une qui me paraissait intéressante sur comment engager une démarche si jamais la direction y est complètement opposée en fait. Est-ce qu'il y a des leviers pour ça? Peut-être la médecine du travail ou la CARSAT. La clé d'entrée sur le document unique, après… Est-ce que j'ai coupé là? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je disais, la clé d'entrée
pour évaluer les RPS, c'est effectivement le document unique, hein, c'est-à-dire, c'est le document unique, mais en amont, on peut avoir effectivement l'intervention du service de santé au travail à travers la fiche d'entreprise, hein, qui peut être déclinée avec l'aide du médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire pour pouvoir identifier ou repérer les situations de tension, des situations qui peuvent générer des RPS. Effectivement, dans une démarche de prévention, quand on n'a pas l'engagement de la direction, ça peut poser problème. Et ce n'est pas plutôt catalyseur entre griffes de ce qui est bon de faire, parce que l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour travailler de manière collective pour justement prévenir ce risque qui est assez complexe dans l'entreprise et qui est un peu difficilement appréhendé. Oui, alors, je peux faire un complément. Donc, dans les outils à la main des CARSAT, il existe ce qu'on appelle l'injonction, hein, qu'on utilise, on l'espère, le moins souvent possible, mais c'est une demande à l'employeur de prendre toute mesure justifiée de prévention si vraiment s'il y avait un déni sur une situation de dégradation importante, hein, un fonctionnement en mode dégradé du point de vue des relations sociales, par exemple, on peut demander à l'employeur, on peut poser une injonction et lui demander, dans un délai de quelques mois en général, d'évaluer au moins ces risques psychosociaux, de mettre en place une démarche de prévention. Voilà, donc l'injonction n'est absolument pas une punition, hein, dans le sens où s'il répond dans le temps qui lui est imparti, s'il répond à la demande de la CARSAT, cette injonction sera levée 2 ou 3 mois après que nous l'ayons posée. Voilà. En revanche, si un déni perdurait, il pourrait y avoir un impact sur ses cotisations AT-MP. Voilà. Mais en général, c'est un pied dans la porte, l'injonction, pour nouer le dialogue et essayer de créer un cadre qui soit le plus propice à une analyse du travail, à une évaluation des risques, mais comme pour l'ensemble des risques. Merci. Du service de santé au travail. Je vous laisse répondre à la dernière question du coup, pour essayer de rester dans le timing qu'on s'était fixé. Le service de santé au travail, pour compléter ce qui a été dit, il n'y a pas d'injonction, bien sûr. En revanche, il peut y avoir un courrier d'alerte qui émane du médecin du travail. S'il repère lors de des visites médicales des plaintes en lien avec les risques psychosociaux, une atteinte bien sûr à la santé. Et puis également lorsqu'il se rend dans les entreprises. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Christian, ça n'est pas possible. Avec Laure. Justement, pour compléter, suite à la question posée, effectivement, il peut y avoir une réponse réglementaire si l'inspecteur du travail est alerté de la situation. D'autant plus que si le CSE se mobilise sur une réclamation individuelle ou collective eu égard à l'absence à un manquement par rapport au droit du travail, il peut saisir l'inspecteur du travail qui aviserait derrière. Bon, très bien. Merci. Une dernière question? Oui, alors il y a eu un certain nombre de questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Ceci étant, peut-être que ce qu'on peut faire, Vincent, c'est que les questions qui éventuellement resteraient en suspens, si certains parmi les participants souhaitent vraiment qu'elles soient répondues, nous le signalent et à ce moment-là, peut-être que les interlocuteurs pourront répondre directement. Une dernière question, donc en particulier, il y a un interlocuteur qui revient sur la question de pourquoi ne pas utiliser un questionnaire finalement pour dégrossir le travail, qui permette ensuite
de mettre en place un groupe de travail. Donc, il y a une Si première je peux me permettre. par Thierry. On va lui laisser la parole. Juste voilà, pour finir, s'il y a des questions, comme je l'ai précisé au démarrage, juste après la réponse à la dernière question, il y aura un questionnaire de satisfaction. Donc, restez avec nous et en fait, voilà, identifiez-vous dans ce questionnaire de satisfaction pour être recontacté. Et du coup, on s'est entendu là, avec tous les experts qui interviennent aujourd'hui, ils seront à disposition pour répondre à vos questions. Voilà, par l'intermédiaire du Juste un témoignage par rapport à ce que vous dites là sur un questionnaire, c'est des choses qui avaient été faites chez nous et en fait finalement ça n'a pas du tout apporté une satisfaction, je dirais des deux parties, c'est-à-dire direction et élu de l'autre côté, puisque en fait le taux de participation à ce genre de questionnaire est pas suffisant pour pouvoir en tirer quelque chose, quoi, je dirais. Nous on avait un taux de participation de mémoire dans les 50%, c'est ça Benoît? Oui, c'est ça. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les RPS, il faut trouver sa solution. Et en fait, il y a des choses qui peuvent marcher dans une entreprise et pas dans une autre, et il n'y a pas de vérité. Donc, il faut que là, les intervenants, ils aient conscience que voilà, il faut faire les choses qu'ils sentent bien dans leur milieu. Et si ça marche pas ces jeux, il faut essayer autre chose. Et voilà, il n'y a pas de vérité. Et voilà, comme le dit Aymeric, c'est vrai que le questionnaire, chez nous, ça n'a pas marché. On voit que chez Ça Riposte, apportait ça des a très réponses bien quand marché. même, hein. Ça apportait des réponses et on avait quand même Oui, des oui, choses, oui, oui. on avait des retours satisfaisants, mais en fait pas avec un panel de répondants suffisamment large pour pouvoir satisfaire et surtout pour pouvoir mener derrière un plan d'action un peu plus concret. Donc c'est sûr que la mission de l'ARAD, encore une fois, comme je le disais, c'est un investissement important, hein. C'est un investissement humain et financier, mais si on veut des résultats plus pertinents, cet investissement semble nécessaire quand même. Mais voilà, pas hésiter, il n'y a pas de vérité. Chaque entreprise a sa spécificité et voilà, il faut vraiment pas hésiter à faire les choses comme on les sent et ce qui correspond le mieux à la situation de l'entreprise dans laquelle on est. Pour terminer avec le questionnaire, il peut être très intéressant parce qu'il touche une grande partie de la population de l'entreprise. S'il y a une bonne com sur les objectifs, à quoi il sert, la question de l'anonymat, le traitement des réponses, etc., ça c'est important. Mais il ne se suffit pas en tant que tel. Il faut qu'il s'inscrive dans une démarche plus large, qui est définie en amont, où on sait qu'après, il va y avoir l'approfondissement de certaines questions sur certains périmètres avec certains acteurs, et que ça aboutisse à un véritable plan d'action. Et encore une fois, le questionnaire ne se suffit pas aussi parce qu'il n'est pas assez proche des situations réelles de travail qu'il va falloir regarder de près. Donc, questionnaire, oui, ça touche beaucoup de monde. Il faut que ça s'inscrive dans une démarche plus large qui est bien définie en amont du questionnaire et qui peut être, les réponses du questionnaire doivent être complétées par des travaux d'approfondissement. Merci beaucoup. Voilà. Il y a des exemples de questionnaires qui sont dans la biblio qu'on vous mettra à disposition. Du coup, il me reste à remercier l'ensemble des participants, nos partenaires, donc la Directe et l'ensemble des acteurs du PRST avec lesquels on porte cette action de culture de la prévention, où il y a vraiment ce volet collectif de webinaires et d'ateliers de montée en compétences. Ensuite, on fait de l'accompagnement individuel au niveau des CCI territoriales. Comme je vous l'avais précisé, c'est un peu petit, mais parce que c'est très complet. L'ensemble de la biblio, de ce qu'on a pu recenser d'intéressant sur cette thématique RPS. Donc, les liens sont actifs. Vous pourrez les retrouver avec le support qui vous sera envoyé d'ici la fin de la semaine. Et toutes les productions INRS qui ont été regroupées parce qu'il y en a quand même énormément. Donc, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ces webinaires. On se retrouve en 2021. Donc, on reprend les webinaires à partir du mois de février. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez les revisionner sur notre chaîne YouTube. Et du coup, on a bien noté que la thématique qualité de vie versus RPS, peut-être, il y avait un angle d'attaque intéressant à traiter. Donc, ça fera certainement des sujets que nous allons élaborer pour l'année prochaine. Je vous demande de rester encore 2 petites minutes pour compléter le questionnaire de satisfaction. Encore merci pour votre participation et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.